Bonjour, normalement ça devrait durer environ 45 minutes et après ce qu'on fera c'est qu'on fera une phase un peu de questions-réponses. Donc, comme je vous le disais au départ, tout d'abord je suis vraiment ravi que nous soyons ensemble. On parle beaucoup donc de tout ce qui est changement climatique, on parle beaucoup des règlements ou de réchauffement climatique. Donc moi de mon côté j'ai commencé à écrire un livre. Alors, c'est un travail qui a duré environ 1 an et demi. Il y avait des choses que j'avais déjà réalisées avant. J'en parlerai après, mais justement avec pour objectif de donner un peu de perspective par rapport à ce que j'ai vu. Alors, c'est de la part de mon point de vue. Et c'est quelque chose que je souhaitais partager. Alors, dans le livre, ça ne parle pas uniquement des entreprises et organisations, mais ici, dans ce cas-ci, je voulais vraiment faire un focus sur la partie entreprise et organisation. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fondé Libosphère, j'en parlerai rapidement par la suite, et donc je suis aussi shifter, donc qui est en lien, donc c'est l'équipe bénévole du Shift Project. Et si jamais vous êtes intéressé par le livre, n'hésitez pas, vous pouvez soit faire, c'est très simple, vous faites une petite recherche, vous mettez 2050 et Crash, et vous trouverez directement dessus, parce que dans n'importe quel type de moteur de recherche, c'est sur le lien Ulule. Donc le livre est en fait en précommande. Et pour être précis, en fait, je cherche actuellement un éditeur. Donc, je suis en relation avec plusieurs éditeurs et l'objectif vraiment, c'est de l'éditer et puis de le partager à tous. C'est un gros boulot. L'objectif, c'est vraiment pas financier parce qu'on ne gagne pas d'argent avec un livre, mais c'est surtout de partager pas mal d'idées et puis surtout de payer un peu les frais d'édition, etc. Donc, on va commencer juste rapidement quelques éléments sur un peu ce que je fais. Sur Libosphère. Donc, d'un côté, il y a une partie, tout ce qui est innovation durable. Donc, je travaille pas mal sur des projets sur RSE, économie circulaire, sobriété numérique et climat, comme vous le verrez. Il y a une autre dimension, c'était d'ailleurs au début la base sur laquelle j'ai travaillé, c'est innovation numérique, donc l'IA, tout ce qui est digital, l'Internet des objets, robots, etc. Alors, on peut se dire que c'est complètement opposé. C'est vrai que dans un certain nombre de cas, ça peut être opposé. Si par exemple on utilise trop la technologie, j'en parlerai après, mais c'est aussi, comment dire, alors attendez, désolé. Ça peut être à la fois un levier, mais aussi parfois ça peut être effectivement aussi une limite. Et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir en tête la dimension technologique pour justement bien comprendre un petit peu le dessous des technologies, parce que d'un côté, encore une fois, ça peut être un levier, mais de l'autre côté, de comprendre quelles sont les limites. Et à partir du moment où on a une bonne connaissance aussi de toutes ces technologies, c'est plus simple quand quelqu'un vous dit, bah oui, ça va tout résoudre. Bon, on va commencer à creuser un peu le sujet et on va voir ce qu'il en est. Je fais pas mal donc aussi de conférences et donc notamment, donc, comme j'ai dit, je fais partie de la partie conférence, je fais partie des shifters, donc du Shift Project. Donc à la fois sur la partie conférence et climat pour des entreprises. Donc il y a des entreprises qui sont intéressées, donc on fait beaucoup de conférences à ce sujet qui sont adaptées. Et j'ai aussi pas mal travaillé sur la partie plaidoyer, notamment sur la loi climat et aussi sur l'empreinte numérique. Donc notamment j'avais j'avais travaillé sur des amendements. Alors, je n'étais pas tout seul, on était à 3 sur des amendements pour la loi climat. Et il y en a un certain nombre qu'on a présenté avec Jean-Marc Jancovici au Sénat. Donc, il y en a un d'ailleurs qui a été à moitié accepté, mais il y en a un sur notamment l'open data, sur l'affichage environnemental qui a été intégré à la loi. Donc, c'est un point positif. Et puis, bon, je réalise pas mal de projets, donc de conférences, et puis le livre. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour reprendre un petit peu donc, sur le livre en lui-même, en fait, il y a 4 parties qui me semblaient importantes d'avoir. Il y a une première partie qui est plus sur les fragilités que l'on a aujourd'hui, économiques, sociales, écologiques et géopolitiques. Je pense que c'est vraiment bien d'avoir cette dimension-là. Ça, c'est une première chose. Une partie deuxième, technologie. Comme je l'ai dit, ce que ça apporte. Il ne faut pas dire non plus, il ne faut pas, entre guillemets, il y en a qui disent oui, il faut arrêter les technologies, etc. Je pense que ce n'est pas la bonne approche. Il y a vraiment des apports à un certain nombre de choses, il faut savoir bien les utiliser aux bons endroits, mais aussi il y a des limites et des dérives. Je ne suis pas rentré ici dans ce sujet-là, mais toutes les questions de géo-ingénierie, aussi notamment de génétique, est-ce qu'il faut adapter ou pas des plantes pour qu'elles s'adaptent donc, au réchauffement climatique. Donc, il y a notamment ces différents éléments-là, c'est quelques risques de dérive. Ensuite, l'objectif, c'est vraiment de partir sur comment on peut faire face à ça. Alors, la première chose dont on parle évidemment beaucoup, c'est comment on peut atténuer notre impact.
Donc, quelles sont les solutions, les exemples concrets pour le faire? Alors, ce qui est intéressant, parce que moi, j'ai voulu apporter, c'est vraiment une vision qui est complète, à la fois individuelle, mais aussi vue de l'entreprise, des territoires et de l'État. Donc, ça, c'est une première chose. Et un deuxième sujet dont on parle assez peu, malheureusement, c'est l'adaptation. Petit à petit, on commence, mais c'est encore assez peu. Et là encore, toujours en ayant une perspective à la fois en tant qu'individu, entreprise, territoire et État. Et je l'illustre par donc, la société Boule de Guy. Je vais en parler après par la suite, à quoi ça correspond. Alors, je vais faire un petit préambule déjà sur le climat. Ça ne va pas durer très très long, mais c'est pour vous donner quelques éléments pour, voilà, pour ceux qui ne seraient pas encore au fait sur le sujet. Donc évidemment, donc, il y a des radiations solaires qui sont absorbées par la Terre. Il y a une partie en fait qui est renvoyée vers l'espace. Ce qui se passe, c'est que donc il y a ce qu'on appelle des gaz à effet de serre qui ont pour en fait capacité de piéger une partie des infrarouges. Donc c'est de la petite courbe que vous voyez qui redescend. Donc c'est notamment donc le CO2, donc le dioxyde de carbone, le CH4, donc le méthane, et le N2O, donc qui est en fait le protoxyde d'azote. Donc CH4, c'est principalement notamment les vaches, mais aussi les processus industriels. Et le protoxyde d'azote, ça vient particulièrement des engrais. Donc, la plus grosse partie en fait de l'impact en termes de gaz à effet de serre, c'est le CO2, mais le CH4 monte fortement et puis le protoxyde d'azote aussi. Sans gaz à effet de serre, en fait, il ferait environ moins 18 degrés, donc c'est un peu compliqué à vivre. Donc, on a besoin de gaz à effet de serre. En fait, le problème, ça va être l'accumulation de ces gaz. Et là, en fait, ça vient de plein de phénomènes. C'est-à-dire qu'on d'un côté, on va voir on va produire effectivement de l'énergie, notamment sur le plan industriel. On va voyager, on va construire des bâtiments, réchauffer. On va avoir aussi évidemment, comme je dis, l'élevage, c'est les vaches qui émettent du méthane. Alors ici, la statistique est un peu vieille, parce que c'est 2017 où ça correspond environ, je crois, à 8,8 de tonnes équivalentes de CO2 pour l'européen. Alors il y a un point qui est très important ici, c'est que ça correspond à tout ce qui est produit sur le territoire européen. Donc ça n'intègre pas les importations, mais ça intègre les exportations. Si on veut regarder par rapport à la France, au même niveau, on est aux alentours donc, de ce qui est produit sur le territoire national d'environ 6,6 environ. En revanche, si on retire les exportations et on intègre les importations, donc si par exemple vous achetez des jouets qui se trouvent, je sais pas, qui sont achetés en Asie ou ailleurs, eh bien, donc, si on intègre les importations, on est plutôt aux alentours de 11,2. Et en fait, on peut dire que les importations, donc qui viennent les importations hors de France, c'est logique, ça correspond environ à 57% de la totalité de l'empreinte carbone d'un Français ou de Français qui consomment, donc sur les 11,2 environ. Et bien sûr, c'est un point qui est important parce qu'une bonne manière de réduire notre empreinte environnementale et les émissions de CO2, c'est de réduire les importations et donc de plus de produire effectivement localement. Alors, et donc, oui, dernier point, si on veut, alors, j'aime pas trop le mot, mais entre guillemets, être neutre sur le plan carbone, normalement, il faudrait émettre que 2,5 tonnes, ce qui n'est pas tout à fait simple. Il y a plusieurs phénomènes qui absorbent le CO2, donc il y a les océans principalement, et aussi les arbres, les forêts, etc. Juste pour la petite info, comme l'océan absorbe beaucoup de CO2, en fait, il s'acidifie, et comme il s'acidifie, il absorbe de moins en moins de CO2. Donc, il faut y prêter attention. Alors, et donc, effectivement, à force d'accumuler des gaz à effet de serre, ça a un petit impact parce qu'il va faire de plus en plus chaud. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on vit dans une sorte de niche climatique qui est aux alentours entre 10 et 15 degrés. Là, on est en train de sortir de notre niche climatique de 15 degrés et ça va devenir un peu plus compliqué pour vivre. On va le voir par la suite. Alors, pour faire aussi un très rapide parallèle, on pourrait dire que, en fait, les gaz à effet de serre, c'est comme une sorte de soit une pipette ou un vase. Et grosso modo, on met des GES à l'intérieur et donc ça augmente. Et donc, ce qui signifie que le problème, c'est que l'objectif, c'est d'éviter d'en mettre de trop. Mais aujourd'hui, on ne peut pas en retirer de gaz à effet de serre. Enfin, je veux dire, on émet plus de gaz à effet de serre qu'on en retire, mais beaucoup plus, ou que la nature, en fait, retire.
Et c'est ces 2,5 dont je parlais. Et on pourrait même aller plus loin parce qu'on pourrait dire que, d'une certaine manière, les ressources planétaires, comme l'eau, l'énergie, les métaux rares, etc., en fait, alimentent par la consommation, notamment, la production, ce qu'on a vu tout à l'heure, les gaz à effet de serre qui, en fait, augmentent donc le réchauffement climatique. Bon, c'est un peu schématique, mais c'est pour vous donner quelques idées un peu simples de base. Donc, on voit ce qui se passe, c'est qu'on voit, alors là, c'est depuis environ plus d'1 million d'années, que l'augmentation du CO2 a quand même fortement cru ces dernières années. Vous voyez, c'est la dernière petite courbe qui se trouve à la fin. On voit, bon, il n'y a pas eu d'autres phénomènes, il n'y a pas eu de volcans, plein de volcans qui ont commencé à émettre, enfin, c'est d'autres volcans, pour le coup, c'est pas exactement ça, mais peu importe. Mais je veux dire, il n'y a pas eu d'autres phénomènes naturels qui ont provoqué une telle augmentation. Donc c'est bien, et d'ailleurs c'est ce que le dernier rapport du GIEC a précisé, c'est bien dû à l'activité humaine. Et en fait, quand on a une augmentation de la concentration du CO2 dans l'atmosphère, ça a plusieurs impacts. Le premier impact, on le voit bien, c'est l'augmentation de la température. Donc là, vous voyez ici l'augmentation la concentration en termes de CO2, l'augmentation de la température. On voit bien qu'il y a une corrélation entre les deux. Je pense même on peut parler de cause à effet. Et on voit aussi l'autre impact qui est l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, l'augmentation du niveau des océans. Et évidemment, parce que pourquoi? C'est tout bête, c'est que quand vous chauffez l'eau, évidemment, ça prend plus de place, c'est ce qui se passe, et quand ça prend plus de place, ça s'étale plus loin. Et donc, vous avez par exemple toutes les côtes, en France notamment, mais il y a des pays comme les Pays-Bas qui vont être extrêmement touchés. Et ça va arriver effectivement de plus en plus. Après, il y a aussi pour tout la fonte des glaces, mais qui se trouve déjà par exemple sur les banquises aussi, ça va augmenter aussi la taille des océans, enfin la quantité, le niveau des océans. Souvent aussi, on se dit, tiens, en fait, 1 degré, 2 degrés, ça ne change pas grand-chose. En fait, on pourrait rapprocher ça de l'échelle de Richter, qui notamment fait la corrélation, le lien avec les tremblements de terre. C'est clair que si, par exemple, vous passez, je sais pas, de 2 à 3, dans l'échelle de Richter, ça ne change pas grand-chose. De 4 à 5, un petit peu plus. On pourrait, à la limite, je ne sais pas si l'approche est bonne, mais on pourrait dire, par exemple, imaginons que 1 degré, c'est de passer de 5 à 6, par exemple. Évidemment, si vous passez maintenant de 1 à 2 degrés, ce serait de 6 à 7, les impacts sont beaucoup plus importants. On parle en fait ici c'est une échelle logarithmique d'un côté pour les nombres et puis une échelle exponentielle pour les effets. Donc, quand on dit que ça augmente d'un petit peu, en réalité, les effets sont beaucoup plus dévastateurs, comme pour des tremblements de terre ou l'échelle de Richter. Donc ça, c'est un point vraiment qu'il faut bien garder en tête. Donc, de passer de 1 à 1,2 et de 1,2 à 1,4, ça n'a pas du tout le même impact après derrière sur la planète. Alors maintenant, on peut se dire, OK, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, on est aux alentours, où est-ce qu'on va arriver plutôt? Donc là, a priori, on peut se dire que, selon l'ONU, c'est pas moi qui le dis évidemment, on est à 2,7 degrés selon si on applique plus ou moins nos politiques. Si les engagements de la COP26 en fait sont tenus, ce serait aux alentours de 2,4 degrés le réchauffement climatique, ce qui quand même va avoir des impacts quand même qui vont être massifs. Et encore, c'est si les engagements sont tenus. Or, pour l'instant, on le voit bien, il y a beaucoup de très très belles paroles. En termes d'engagement, pour aussi des raisons, on pourra aborder aussi par la suite, mais il y en a très peu d'engagements qui sont tenus, notamment parce que quelle est l'approche qu'on a pour réduire ces émissions de CO2? Est-ce qu'il faut l'imposer? Est-ce qu'il faut faire une concertation? Si on fait une concertation, comment est-ce qu'on arrive vraiment à faire bouger effectivement les choses sur toute la population? On pourra en parler, il y a plusieurs façons de faire. En tout cas, il est évident qu'aujourd'hui, et c'est ce qui se passe, on le voit, sur les élections présidentielles, on n'en parle quasiment pas. On parle beaucoup d'immigration ou d'autres sujets, soit, sauf qu'il y a un sujet qui est peut-être un peu plus important. On parle beaucoup de pouvoir d'achat et qui est en fait directement lié aussi au dérèglement climatique, l'augmentation des pâtes ou d'autres choses comme ça. C'est directement lié aussi à des pertes de production.
On en parle assez peu. Donc, d'où, bon, c'est un sujet qu'il faudrait vraiment remettre sur la table parce que ça va avoir un impact direct sur nos vies quotidiennes assez rapidement. Et aujourd'hui, comment dire, il y a, entre guillemets, les engagements sont certes dits, hein, mais voilà, il y a très peu d'actions à la hauteur en fait des enjeux. Maintenant, si on regarde quels sont les impacts, en fait, l'augmentation des, comment dire, alors juste un petit point aussi qui est important, pardon, je voulais aussi vous préciser, il y a un certain nombre de slides, vous verrez en dessous, hein, qui proviennent aussi de la présentation qu'on utilise pour les shifters, donc de la conférence étudiants et entreprises, Anti-Shift, voilà, qui viennent de là, donc je suis aussi conférencier, donc voilà, c'est aussi les slides qui viennent de là, là où c'est marqué. Donc voilà, pardon, je poursuis. Donc, d'un côté, pour la température, l'augmentation de température a deux impacts. Un, ça augmente évidemment les moyennes météorologiques. Hein. Ce qui va se passer, c'est évidemment, on va par exemple trouver potentiellement à certains endroits des hivers qui sont plus doux. Ou plutôt aussi, comment dire, des étés qui vont être plus chauds. Hein. Et on va avoir aussi des événements extrêmes. En fait, ce qui va se passer, c'est que le dérèglement climatique va accentuer les variations. Et notamment, pour vous reprendre juste un exemple, hein, on se dit, ah bah oui, tiens, il fait beaucoup plus froid, il a fait beaucoup plus froid, par exemple, au Texas. Il y a pas très, enfin, c'était l'année dernière. On se dit, bah oui, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. En fait, c'est tout à fait lié au réchauffement climatique. Pour vous donner en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une bande d'air froid enfin tout un vortex polaire qui se trouve donc sur les pôles. Et ce qui se passe, c'est qu'il a diminué, enfin il a augmenté pardon, de température d'environ 50 degrés. Donc il est passé de moins 70 à moins 20 degrés. Et donc la température par rapport aux, comment dire, notamment les vents qui étaient plus au sud, était bien moindre. De telle sorte qu'il y a un certain nombre de vents froids de moins 20 degrés qui ont pu commencer à pénétrer à l'intérieur de régions plus au sud. Et ça a créé comme des sortes de doigts sur certaines régions. Ce qui fait que, par exemple, au Texas, il y a une sorte de doigt de froid qui arrivait au Texas, alors que de l'autre côté, en Sibérie, il faisait extrêmement chaud. Donc, il faut vraiment voir ça. Et donc, c'est vraiment lié au réchauffement climatique parce que la différence de température entre, par exemple, des vortex polaires et justement des vents qui étaient au sud est devenue beaucoup plus faible, et donc ce qui a permis effectivement de l'intégrer. Donc, on voit que, parfois on n'en parle pas, qu'il y a un lien direct entre ça. Et évidemment, ça va avoir des impacts en termes d'écosystèmes et de mode de vie. Point aussi qui est important, là je parle beaucoup du climat, je peux parler de la biodiversité, mais ça a un impact évidemment direct sur la biodiversité. Il faut vraiment voir les deux. Hein. Une des causes principales de la réduction ou de la chute plutôt de la biodiversité est le réchauffement climatique. Après, il y a d'autres choses comme la pollution et d'autres choses. Et donc c'est un point aussi qui est essentiel parce que ça, notamment, on le voit aussi que la biodiversité permet aussi de réduire l'impact du réchauffement climatique. Alors maintenant, si on regarde le dernier rapport du GIEC, donc c'est IPCC en anglais, eh bien, voici les différentes informations qu'il nous donne. La première chose, c'est que, et donc il a cartographié l'ensemble des différents territoires donc dans le monde entier, et ils ont analysé là où il était le plus probable d'avoir des fortes augmentations. Donc, par exemple, typiquement, dans l'ouest, donc CNA, c'est donc tout l'ouest américain, il va y avoir beaucoup plus de précipitations. Dans le nord-ouest de l'Europe, donc là on le voit, c'est NEU, il va y avoir beaucoup plus de précipitations. Donc ça, c'est bon, au moins ça permet de savoir à quoi s'attendre. Autre exemple, là on est sur les sécheresses qui vont toucher notamment les terres agricoles. Eh bien, ça, il fallait s'y attendre, mais ça touche aussi bien tous les secteurs de la Méditerranée. Donc, ça signifie que toutes les entreprises, notamment qui sont dans le domaine, par exemple, des vignobles, tout ce qui est le blé, enfin, tout ça, vont être fortement impactées par le réchauffement climatique. Et évidemment, il y a une vraie question. On avait fait
une intervention auprès d'une entreprise dans le domaine justement des vignobles. Il y a une vraie question, parce que comment est-ce que dans 20 ans, ils vont continuer à produire du vin? Alors, il y a plusieurs possibilités. Ils peuvent changer potentiellement de cépage, faire des vendanges plus tôt. Mais potentiellement, il y a peut-être des parties où il sera juste pas possible de produire du vin, de cultiver ou d'avoir des vignobles. Et ça signifie peut-être aller plus dans le nord, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec les appellations contrôlées? Enfin, il y a plein d'applications. Donc, il faut tenir compte. On parle aussi beaucoup ces temps-ci de tout ce qui se passe aussi dans l'Ouest américain. Donc, notamment, ça peut être effectivement Silicon Valley, Seattle, enfin toute la Californie. Il y a de plus en plus de personnes qui quittent la Californie. Je ne suis pas sûr que la Silicon Valley, d'ici 20 ans, il y aura encore grand monde. À mon avis, beaucoup de personnes qui partiront, vu à la fois problématique effectivement de manque d'eau et de chaleur. Donc, vous voyez comme un tout potentiellement, juste se rappeler, comme Silicon Valley, la plupart des femmes y étaient. Peut-être que dans 20 ans, elles seront certainement plus là-bas. Leurs sièges seront partout, sauf là, dans tous les endroits qui sont habitables en tout cas. Et puis, alors là, là pour le coup, c'est un impact sur beaucoup plus de lieux. Ce sont toutes les canicules, donc les très fortes chaleurs où ça concerne à peu près tout le monde entier. Alors aussi, c'est vrai que c'est pas très joyeux, mais effectivement, les périodes de canicule sont, ont d'autant plus un impact, ça va avoir aussi un impact même sur nos modes de vie. Imaginez que, parce que vous ayez des faces extrêmement chaud. Au niveau de la climatisation, la plupart des climatisations produisent évidemment du CO2. Il y en a pas mal aussi qui utilisent des groupes électrogènes ou d'autres choses. Donc, ça renforce les émissions de CO2, ça augmente les émissions de CO2, ça c'est une première chose. Donc après, il y a des techniques pour réduire ça, heureusement, mais il faut les mettre en place et à l'avance. Et le deuxième point aussi, c'est qu'il faut savoir que la plupart des climatisations ne fonctionnent plus à partir de 45 degrés. Donc si par exemple, vous dites « Ah, génial, je peux toujours au pire aller dans mon entreprise pour me protéger », mais s'il fait, je sais pas, à 47 degrés, grosso modo, la clim de votre entreprise, elle ne fonctionne plus, Donc ça va être un petit peu compliqué aussi. Donc voilà, c'est quelques petits joyeusetés qu'on va avoir à vivre. Alors, après, vous inquiétez pas, je vais apporter quelques idées par rapport à ça. L'autre chose qu'il faut se poser la question, c'est, j'en ai un petit peu parlé auparavant, c'est d'où ça vient. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on voit quand même un lien très fort, qu'on appelle le couplage, entre d'un côté les émissions de CO2, de l'autre côté, le PIB et la consommation d'énergie. En fait, c'est un peu du bon sens, parce qu'il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est lorsqu'on produit quelque chose, je ne sais pas moi, une chaise, une voiture ou quoi que ce soit, d'un côté, il faut de l'énergie pour la fabriquer, c'est logique. De l'autre côté, il faut de l'énergie pour aussi pour la transporter, et puis quand on l'utilise, ça consomme aussi de l'énergie, donc c'est assez cohérent. Bon. Il y a un certain nombre aussi de personnes qui disent oui, on arrive à ce qu'on appelle le découplage, qui dit oui, on arrive à découpler les émissions de CO2 par rapport à la croissance du PIB. Alors en réalité, ce qui se passe, c'est que déjà, il faut juste faire attention parce qu'évidemment, c'est extrêmement simple de découpler les émissions de la France. Par exemple, il suffit de tout mettre, je sais pas, en Chine. Donc là, si on n'intègre pas l'ensemble du scope, vous délocalisez tout en Chine et vous réduisez tout ce qui est effectivement produit en France. Bon, évidemment, ce n'est pas la solution parce que, pour info, le CO2, ça ne reste pas en Chine, mais ça traverse partout le monde entier. Donc, les émissions qui sont faites en Chine, évidemment, au final, ça revient en France, évidemment. Bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que quand on parle de découplage, il y a effectivement ce qu'on appelle du découplage relatif. C'est-à-dire que potentiellement, si par exemple on produit parce qu'on est plus efficace sur le plan énergétique, on va être capable de moins émettre de CO2. C'est exact. Sauf que, si vous vous rappelez du slide que je vous ai montré tout avant, c'est que là, on continue à verser en fait du GES dans la pipette en fait. Donc, grosso modo, se dire, c'est chouette, on va arrêter
comment dire, on va pouvoir, entre guillemets, toujours croître et on va, en fait, émettre toujours autant de CO2, ben, peut-être qu'on a fait un découplage absolu, sauf que ça, le problème, c'est qu'il faut réduire, en fait, la quantité. Il faut pas, ça suffit pas juste de dire on reste stable. Donc, ça pose un petit souci. Et donc, évidemment, il y a une question qu'on parle, croissance verte ou décroissance, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. En fait, le point, mais bon, c'est personnel, c'est qu'en fait, c'est un faux débat, en fait. C'est un faux débat et je vais vous dire pourquoi c'est un faux débat. Première chose, c'est qu'en réalité, lorsqu'on a des émissions de CO2, on va avoir plusieurs types, et ce sont qu'on a commencé à faire, on a vu des pressions climatiques. Donc, c'est-à-dire que, évidemment, c'est, comme je dis, des inondations ou d'autres choses. Et deuxième possibilité, si on ne veut pas avoir ça, on fait ce qu'on appelle des pressions de société, c'est-à-dire qu'on décide, par exemple, de réduire notre consommation d'énergie, de moins produire, de moins consommer, etc. Donc, c'est un peu un choix, entre guillemets, qu'on va avoir. Et si maintenant, et on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant pour les entreprises, comment ça se traduit? On le voit déjà. On le voit déjà parce que typiquement, lorsque vous avez des inondations, par exemple, ou des sécheresses, vous réduisez évidemment la productivité agricole. Ça a des impacts. Si par exemple vous avez une canicule, je l'ai dit, potentiellement vous ne pouvez plus aller au boulot. Vous avez inondé, donc vous ne pouvez plus y aller non plus. Idem pour le faire. Potentiellement, vous aurez même des problèmes au niveau de l'électricité. Juste pour info, je pense que sans doute un certain nombre d'entre vous le savent, mais on a environ 2 jours d'autonomie sur Paris grâce au marché de Rungis. Enfin, grosso modo, ça signifie que si le marché de Rungis ne peut plus alimenter Paris, eh bien, on a 2 jours en fait de nourriture, quoi. Et alors, il n'y a pas de souci au niveau de Rungis même, puisque c'est en zone non inondable. En revanche, toute la desserte qui se trouve autour de Rungis, bien sûr, c'est totalement inondable. Donc, si Rungis n'est pas à même de pouvoir envoyer ses produits, et je ne pense pas qu'ils vont le faire par hélicoptère, vu les quantités, en plus ça pose de problèmes, eh bien, ça crée un léger souci parce que, grosso modo, on ne va pas avoir suffisamment à manger. Donc, c'est un exemple tout simple. Après, il y a d'autres, et alors évidemment, ça touche directement les entreprises qui peuvent potentiellement plus être alimentées, ça peut être en énergie ou en d'autres choses. Et puis après, il y a tous les impacts indirects, et là, qui sont visibles déjà dès aujourd'hui, sont tout ce qu'on appelle shortage, mais c'est toutes les ruptures de stock, du bois, ça peut être même du plastique qui pose un certain nombre de problèmes, de semi-conducteurs. Alors, la crise des semi-conducteurs aujourd'hui n'est pas due au dérèglement climatique. Toutefois, il faut savoir que Taïwan, qui en fait envoie environ 70%, enfin qui représente environ 70% des semi-conducteurs dans le monde, en fait, c'est un pays où effectivement il est extrêmement pluvieux. Et en raison du changement climatique, il y a une diminution de 40% de la pluviométrie. Or, la production de semi-conducteurs nécessite beaucoup d'eau. Et donc, il se peut qu'à un moment ou à un autre, il y ait une concurrence d'usage entre soit je produis des semi-conducteurs, soit effectivement je permets aux habitants de pouvoir boire. Et déjà, ces problématiques existent d'ailleurs ailleurs. Au Chili, par exemple, il y a une mine de cuivre qui a été arrêtée parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau pour les habitants. Et donc, le dérèglement climatique pourrait prouver qu'à un moment, on doit diminuer la quantité de semi-conducteurs qui sont produits, et ce qui a un impact sur tout le reste. Il en est de même aussi, alors on l'a vu, l'augmentation des prix ou l'augmentation des délais sur le transport d'un certain nombre de produits. Ça peut être du blé, ça peut être de l'essence, potentiellement aussi l'augmentation du prix de l'électricité aussi, qui a un impact surtout pour les entreprises qui sont très fortement consommatrices d'électricité. Donc, c'est beaucoup les industries lourdes, notamment l'acier, l'aluminium, par exemple. L'augmentation du transport maritime, c'est clair que alors le pétrole, sans doute, il va très fortement varier par la suite, mais il y a quand même certainement une tendance moyenne qui sera à la hausse, qui augmentera les prix, notamment des transports maritimes. Donc, on voit qu'il y a quand même, les entreprises ont des impacts à la fois directs et indirects, et des choses qu'ils vivent
dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un autre souci par rapport à ça, c'est le fait que nous sommes très dépendants et nous sommes dans une sorte de situation, on est un peu, comment dire, ou très sensible à aux moindres difficultés. Je vais prendre un exemple. Imaginons, donc on va prendre un jean qui va être produit en partie, par exemple, en Chine, qui va recevoir, par exemple, des fils d'un certain endroit, s'il va être assemblé, par exemple, en partie en Italie, qui va être envoyé ensuite au Maroc, et puis il va revenir en France, qui va être acheté. Et puis évidemment, le problème, c'est que c'est un peu malheureux, mais il y a une grosse partie qui va être renvoyée en Afrique et qui va être enfouie. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est ce qui arrive. Eh bien, imaginons qu'il y ait une inondation ou qu'il y a une usine qui ne puisse pas fonctionner en Italie. Ben, évidemment, le reste, c'est que vous ne pouvez plus produire. Et aujourd'hui, et on l'a vu avec notamment la pandémie, nous sommes très dépendants de beaucoup de production de par le monde. Et s'il nous manque juste un composant, pour rappel, c'est notamment un constructeur automobile, il manquait des composants, eh bien, il a dû changer ses afficheurs numériques par un afficheur, un afficheur analogique, donc un cadran visuel avec une aiguille sur ses véhicules. Parce que sinon, il ne pouvait pas. Quoi. Et donc, ça signifie être capable aussi de s'adapter à ce type de situation. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui n'ont pas soit de semi-conducteurs ou d'autres produits. Et donc, la question, c'est si on ne peut pas produire, c'est un peu gênant. Quoi. Et donc, le point ici, c'est que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on parle de croissance verte ou décroissance, c'est pas ça le sujet en fait. Le sujet, c'est qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont en train de nous tomber dessus et qui font que on peut continuer, allons-y gaiement, sauf que au bout d'un moment, on pourra juste plus produire parce que soit il y aura plus de personnes, il fera trop chaud, donc les gens pourront plus produire parce que soit il y aura une inondation ou par il y aura autre chose. Donc une usine sous l'eau, ça fait pas de chiffre d'affaires, ça met pas de CO2 parce que on peut pas produire quoi. Donc le point, c'est vraiment de se dire c'est pour ça que je dis que pour moi c'est un faux débat parce que d'un côté, de toutes les manières, on va avoir des restrictions qui vont être liées aux pressions climatiques, qui vont de toutes les manières nous forcer à décroître d'une manière ou d'une autre, de manière voulue ou alors de manière choisie. Et c'est ça aussi l'objet, c'est de voir comment effectivement on peut choisir. Et en général, c'est mieux de l'anticiper plutôt que d'attendre que ça nous tombe dessus. Alors évidemment, il y a plusieurs techniques qu'on peut faire. Évidemment, la première technique, c'est un peu la technique de l'autruche. Ça, c'est ce qui a. Maintenant, on le fait un petit peu moins, je pense. Les gens commencent à comprendre. Il y a une autre technique qui est connue, qui est planter des arbres. Alors, le premier point, alors je vais en parler après effectivement de tout ce qui est compensation, mais rapidement. Mais il faut quand même juste savoir que si on voulait compenser la totalité des émissions de carbone dans le monde, eh bien, il faudrait planter 9 forêts amazoniennes tous les 100 ans. Donc, grosso modo, ça signifie, à moins d'être capable de planter des forêts sur les océans, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait d'innovation qui le permette, ça devient un peu compliqué. D'autre part, il y a plein d'autres sujets au niveau de planter des arbres. D'une part, évidemment, quand on émet du CO2 tout de suite, ça met peut-être 10, 20 ans pour compenser avec un arbre. Souvent, le problème, c'est des monoespèces, donc la biodiversité, c'est une catastrophe. En plus, évidemment, avec le réchauffement climatique, ça brûle plus facilement. Comme ça brûle plus facilement, ça émet du CO2, donc tous les efforts que vous aurez faits, c'est fini, quoi, ça ne marche pas. Et en plus, alors ça, ce qui arrive dans certains pays, notamment en Amérique du Sud, c'est qu'on déloge des paysans qui ont une activité agricole. On leur dit, écoutez, on vous met des forêts, vous n'avez pas le choix, on vous déloge. Bon, c'est pas, sur le plan éthique, c'est pas top de dire aux gens, écoutez, on va compenser nos émissions de carbone quand on prend un vol Paris-New York environ des pauvres paysans, je ne sais pas, au Guatemala ou ailleurs. Donc, bon. Alors, un point, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout le faire. Ce que je veux dire, c'est que l'objectif après, c'est bien de réduire nos émissions de CO2. C'est un point qui est essentiel. Après, qu'il y ait des projets potentiellement qui soient bien gérés avec des créations de forêts, biodiversité, why not, pourquoi pas. Mais on ne va pas mélanger des plus et des moins, donc on va pas. Il faut réduire les émissions. Et puis après, si à côté effectivement on contribue,
pourquoi pas? Mais il ne faut surtout pas commencer à dire, bah, tiens, c'est bon, je suis à net zéro. Hein. D'ailleurs, le net zéro, selon l'ADEME, ça n'a aucun sens. La neutralité carbone pour une entreprise n'a aucun sens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME. Parce que bah, on ne va pas mélanger des émissions de carbone avec, je sais pas, des plantations de forêt. On ne peut pas faire ça. Donc, on ne va pas parler de compensation, on va parler de contribution. Après, on peut dire, bah oui, mais technologie, c'est bon, fingers in the nose, on a tout ce qu'il faut, on va tout résoudre. Alors, c'est vrai que les technologies, comment dire que c'est vrai que les technologies permettent d'aider sur un certain nombre de sujets en termes de tout ce qui est dérèglement climatique ou atténuation de notre impact. Hein. Typiquement, ben, par exemple, ce sont des drones qui vont scanner un bâtiment et qui vont pouvoir là où il y a des passoires thermiques. Et donc, plutôt que, par exemple, de mettre tout son argent sur tout un immeuble, on va se focaliser sur les zones qui ont le plus besoin d'être rénovées. Donc là, c'est un vrai impact. Ou, par exemple, ici, ça c'est plus sur la réalité augmentée, eh bien, on va être capable de mieux, donc on va pouvoir carrément rentrer, je sais pas, ça peut être dans une ville ou dans une usine ou autre chose, on va pouvoir mieux voir comment on la construit et éviter par exemple, de construire deux fois ou de mal construire. Après, évidemment, si on construit une usine dans un lieu qui est déjà végétalisé, ben, on fait de l'artificialisation des sols, ça pose problème. Donc, il vaut mieux le faire effectivement dans un lieu qui est déjà artificialisé. Mais en tout cas, ça permet d'anticiper, d'éviter de faire des gaspillages. L'intelligence artificielle, c'est la carte avec de la France, permet aussi notamment de faciliter pour trouver des réponses à ce qu'on appelle l'exercice, enfin le problème du voyageur de commerce, hein, c'est optimiser les trajets. Quand je dis ça, ça signifie plutôt que réduire le nombre de kilomètres d'un endroit à un autre et donc les émissions de CO2 grâce notamment à l'IA, mais aussi à d'autres algorithmes. L'impression 3D aussi peut être utile, notamment pour les pièces de rechange. Donc, plutôt que d'avoir des équipements, des équipements qu'on va mettre à la poubelle, eh bien, s'ils sont conçus et qu'on peut changer, par exemple, des pièces, plutôt que d'avoir des gros stocks de pièces détachées, elles sont imprimables en 3D, eh bien, évidemment, là aussi, ça va avoir un impact positif. Donc, les technologies peuvent aider, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? En fait, il y a plusieurs raisons. Le premier problème, c'est que les technologies ont des impacts environnementaux. Pour donner un exemple, les panneaux solaires, eh bien, par exemple, potentiellement, ça peut faire concurrence aux champs agricoles. Et en plus, on a besoin notamment de mines pour d'extraire, par exemple, du lithium ou du cobalt qui va alimenter des batteries, donc qui produisent aussi d'autres impacts. Deuxième point, c'est que ça prend du temps. Par exemple, ici, c'est la Jamais Contente, c'est un véhicule qui s'appelle Jamais Contente. C'est le premier véhicule électrique ou premier véhicule qui a dépassé les 100 km/h. C'est un véhicule électrique. On voit que le véhicule électrique, quand même, prend un peu plus de temps que. Ça prend du temps et c'est pour beaucoup d'autres domaines. L'autre point, c'est que ça dépend aussi de l'électricité et des matières premières. Si vous n'avez plus d'électricité, la technologie, c'est compliqué. Et enfin, c'est faillible. Alors ça, c'est un petit exemple. Si vous voulez piéger un véhicule autonome, ce n'est pas compliqué. Vous mettez des pointillés, vous tracez une ligne discontinue devant lui, et puis une ligne continue devant. Il se fait piéger, il rentre dedans, il ne sort plus. Et il ne sort plus pourquoi? Parce que s'il commence à transgresser les règles, c'est quelles règles il peut transgresser, quelles règles il ne peut pas transgresser, ça devient compliqué. Et il y a plein d'autres exemples, il y a pas mal de choses que je donne notamment dans le livre à ce sujet. Alors évidemment, il y a deux stratégies qui sont possibles. Donc là, c'est deux bateaux. C'est le bateau de Jean Le Cam et un autre bateau qui s'appelle le Nedjab, qui ont des caractéristiques qui sont différentes. Une, le skipper, plutôt le bateau de Jean Le Cam, en fait, il va extrêmement rapidement. Mais effectivement, il est beaucoup plus fragile. Et l'autre, au contraire, il est beaucoup plus robuste. Et face à ça, si vous vous trouvez face à une tempête, eh bien, le problématique, même en tant qu'entreprise, ça va potentiellement vous tomber à l'eau, ou vous êtes capable effectivement d'avancer et de survivre effectivement à des tempêtes. Et en fait, l'enjeu pour les entreprises, il est le suivant. L'enjeu pour les entreprises, il n'est pas tant de se dire je vais absolument faire de la croissance géniale. C'est plutôt là, il y a une sacrée grosse tempête qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux que j'aille super vite, que je fonce dans la tempête et puis potentiellement, quand, comme Jean Le Cam, tomber à l'eau et puis après, pour le coup, ne plus avancer? Ou au contraire,
je mets en place des solutions pour être beaucoup plus résilient, pour être capable, beaucoup moins vulnérable à ça. C'est vraiment ça l'enjeu. Et donc, si maintenant on regarde quels sont les différents moyens d'intervenir, alors ici sont les 6 domaines. Alors l'Europe qui a défini 6 domaines où on pouvait agir dans le domaine environnemental. Donc là, effectivement, il y a sur la partie climat, atténuer notre impact et s'adapter. Et puis une autre, dont je ne vais pas parler ici, mais d'autres objectifs environnementaux sur la protection des ressources dans l'eau, la transition vers l'économie circulaire, pardon, la prévention de la pollution et tout ce qui concerne la biodiversité. Donc moi, je vais me focaliser sur les 2 premières, juste pour information aussi. En fait, les finances, notamment, on va de plus en plus indiquer pour quel type de financement favorise l'un de ces 6 domaines-là, et ils seront mieux, je dirais, traités. D'ailleurs, ils vont avoir des avantages. Alors, maintenant, si on se place du côté des entreprises sur les 2 démarches, il y a plusieurs questions à se poser. Sur la partie atténuation du changement climatique, la première question à se poser, c'est est-ce que déjà, moi, je réduis mon propre impact? Et après, derrière, il y a une deuxième question aussi, pour reprendre aussi ce que je disais en termes de comment être résilient et notamment aussi poursuivre effectivement, comment dire, à ne pas avoir une activité qui tombe, c'est comment est-ce que potentiellement je peux aider d'autres entreprises à réduire leur impact. Après, effectivement, dans certains domaines, ça peut être une partie du modèle économique ou pas. Donc ça, c'est la première question. Et c'est la même chose pour l'adaptation. Comment est-ce que mon entreprise peut s'adapter et comment je peux aider d'autres entreprises à s'adapter. Et ça a aussi un autre impact, ça permet vraiment d'étendre aussi, donc voilà, vraiment d'étendre aussi son impact. Et là-dessus, il y a une première phase qui est vraiment de mesurer, de mettre en place des mesures d'amélioration, enfin, pour se mesurer. Et une deuxième chose, évidemment, c'est de mettre en place des solutions pour réduire ces émissions. Et donc là, il y a pas mal de choses. Alors ça, c'est un autre slide du Shift Project. Il y a des choses qu'on connaît, comme par exemple avoir une production de produits qui sont plus durables, l'économie circulaire. Ça peut être réduire, plutôt d'utiliser des déplacements à mobilité douce. Pardon, je vais prendre juste un petit peu d'eau. Voilà, je parle beaucoup. Et donc, l'autre chose, c'est d'avoir aussi une énergie qui est décarbonée. Et donc, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites d'ailleurs par les Shifters et le Shift Project qui permettraient effectivement de réduire les émissions fortement. Alors, il y a pas mal de solutions qui existent déjà pour atténuer. Alors, je vais donner quelques exemples. Premier exemple, c'est pour réduire l'air conditionné. C'est par exemple de peindre ses toits en blanc parce que ça réduit la chaleur qui est absorbée. Il y a même une start-up qui a trouvé une sorte de système qui permet de récupérer le méthane des vaches. On peut produire effectivement des insectes plutôt que des tourteaux de soja pour alimenter les animaux, ou alors avoir, ça c'est un ballon qui s'appelle Flying Whales qui permet notamment de transporter des choses. Ce sont quelques exemples de solutions, mais ça sont, en fait, évidemment, il faut chaque entreprise voir ce qui correspond, et puis là-dedans, il y a aussi des choses qui sont gadgets, pour être honnête. Ensuite, l'autre point, c'est comment on peut s'adapter. Et c'est plus là-dessus aussi que je voulais vraiment mettre le focus. Première chose, c'est essentiel d'avoir des systèmes d'alerte précoces. Et c'est notamment des recommandations du Global Center of Adaptation que vous pouvez retrouver aussi facilement sur Internet. C'est être prévenu suffisamment en amont des problèmes qu'on va avoir. Et donc, ça peut être des inondations ou d'autres choses. Deuxième chose, c'est la résilience des infrastructures. Tout ce qui concerne, par exemple, avoir l'électricité, bien, si vous êtes complètement dépendant du réseau électrique, ou si vous avez des panneaux photovoltaïques, ou si vous avez des solutions qui permettent de partager l'énergie des panneaux photovoltaïques entre un certain nombre d'habitants ou de bâtiments, vous êtes plus ou moins résilient. Tout ce qui est gestion des ressources de l'eau, et puis après 2 autres domaines aussi qui préconisent, c'est tout ce qui est production agricole dans les terres arides et de la protection des mangroves, qui notamment a notre impact, ça permet d'atténuer aussi l'impact des inondations. Donc c'est 6 domaines de manière globale.
Mais plus concrètement, pour les entreprises habituellement, en fait, il y a notamment, en termes notamment d'atténuation et d'adaptation, ce qu'on appelle les 5 R et tout ce qui est éco-conception. Alors, pour devenir résilient face aux pénuries et tout ce qui est hausse de prix, la première chose, c'est avoir la capacité de vendre des services même en cas d'arrêt de production. Ça signifie quoi? Ça signifie que un produit, si par exemple vous fournissez des services par exemple de maintenance ou d'évolution ou des services additionnels qui peuvent être utilisés sur base de votre parc actuel, c'est toujours effectivement du chiffre d'affaires que vous pouvez réaliser. Une deuxième chose, c'est que, imaginons que vous ayez des ruptures d'approvisionnement, eh bien, si vous avez la capacité de pouvoir soit utiliser d'autres potentiellement produits, mais potentiellement des produits, imaginons que vous receviez des produits qui sont à réparer, que vous pouviez prendre certains éléments et les mettre dans vos nouveaux produits, c'est une autre manière d'être résilient. Et de manière globale, en fait, il y a ce qu'on appelle les 5 R, pour justement être plus résilient. C'est la première chose, c'est refuser. Refuser effectivement par exemple imaginons pour l'emballage, c'est éviter le suremballage. Réduire, c'est réduire en fait, bien sûr ses émissions, mais ça peut être effectivement que ce soit pour les emballages ou que ça peut être sur l'énergie qui est utilisée. Réutiliser, réparer, dans le modèle économique, c'est prévoir les produits pour qu'on puisse facilement les réutiliser et réparer, donc leur donner une plus grande durée de vie. Donc c'est notamment ce qu'on appelle l'économie d'usage, c'est essayer de faire en sorte que les produits puissent durer longtemps, et vous pouvez très bien imaginer faire en sorte effectivement qu'il y a un intérêt pour les clients et pour vous en termes de modèle économique pour qu'ils durent plus longtemps. Puis après, en dernier ressort, c'est recycler ou remettre en terre. Et après, évidemment, pour pouvoir faire ça, il est essentiel de travailler sur l'éco-conception de ces produits parce que ça ne se fait pas comme ça. Notamment, effectivement, c'est un exemple en termes de modèle économique que vous pouvez avoir. C'est pour passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. On dit souvent que ça coûte plus cher évidemment, d'avoir des produits qui puissent durer longtemps. En fait, si par exemple vous proposez un vêtement, par exemple à 120 € et que l'acheteur sait qu'il va pouvoir le revendre 100 €, eh bien, il sera peut-être plus d'accord pour acheter ce type de produit plutôt que s'il achète, par exemple, un vêtement de la fast fashion pour 40 € qui va être qui va plus être utilisable au bout de 4 fois et qui sera jeté de toutes les manières. Donc, il faut aussi réinventer certains modèles économiques. Il y a Seb notamment qui a intégré pas mal de ces briques, puisque par exemple, il fait du reconditionnement d'un certain nombre de ces produits, qui fait aussi des forfaits de réparation, qui dans ses produits imprévus, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, qui utilise l'impression 3D pour faire la réparation de certains de ces éléments, et évite donc d'avoir des gros stocks de produits. Après, il y a plein d'autres choses qui existent ainsi pour être résilient. Là, je donnais quelques exemples. On n'a pas besoin nécessairement d'électricité. On a aussi besoin de solutions, par exemple, pour éviter les inondations. Ça, c'est notre boîte qui s'appelle Watergen, qui permet d'avoir de l'eau potable, même s'il n'y a pas d'eau accessible. Évidemment, le seul souci derrière, c'est que ça consomme de l'énergie. Évidemment, rien n'est parfait. Et pour terminer, je vais vous parler, ça c'est un des points aussi importants du livre, de la société boule de Guy. C'est un mode d'organisation qui permettrait effectivement d'être plus résilient. Et en fait, imaginons par exemple que ça c'est donc la Vendée qui soit inondée. En fait, l'idée de la boule de Guy, c'est de se dire en fait qu'on peut dire que pour une boule de Guy, c'est comme si chaque territoire représente une baie. Et les connexions qu'il y a entre ces territoires, ce sont justement entre les. Il m'en manque une. Pardon, je vais trop vite. C'est pas. Voilà. Toutes les connexions qu'il va y avoir entre les différents territoires sont justement les liens, les tiges entre guillemets. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les territoires vont vouloir essayer d'avoir un minimum de résilience. Ça ne veut pas dire ou un minimum. Ils peuvent fournir un minimum de filets de sécurité à leurs habitants, leurs entreprises, etc. Ça ne veut pas dire une totale autonomie, mais au moins une partie indépendamment de l'État et qui puisse aussi
collaborer avec d'autres territoires pour pouvoir les supporter. Et ensuite, l'État aussi peut bien sûr venir en aide à ces territoires. Parce que, évidemment, si vous avez une inondation comme la vallée de la Roya, bon, soit c'est quelque chose potentiellement où l'État peut aider, mais si vous en avez 10 en France, à peu près dans la même période, bah, l'État, ça va être plus compliqué pour lui de tout répondre en même temps. Et malheureusement, c'est un peu ce qui risque de se passer. Donc, en apportant un minimum de résilience au territoire, et qu'il l'ait, et que l'État aussi aide à apporter cette résilience. Ça peut être, c'est pas uniquement c'est une partie financement, mais pas uniquement, c'est aussi une partie de formation, c'est aussi en termes de cap à donner au territoire. Alors maintenant, si on regarde au niveau d'une entreprise, comment ça pourrait se traduire? Eh bien, aujourd'hui, on a plutôt une production centralisée avec bien sûr une distribution de produits qui est un peu multiple, mais qui est mondiale. Eh bien, une organisation boule de guide pour une entreprise, en fait, on aurait ces éléments-là sur un territoire. Donc, ça signifie que la production, que la distribution, que le recyclage de ces produits, une grosse partie puisse être faite sur un territoire qui soit suffisamment réduit. Après, bien sûr, c'est impossible de faire tout sur le même territoire, donc il y a des connexions. Mais ça signifie qu'on a un mode d'organisation d'entreprise qui est différent, qui aujourd'hui et qui est très, spécialisé. Et ici, donc, on a un mode qui est moins, évidemment, spécialisé. Donc, ça veut dire, effectivement, soyons francs, une rentabilité qui est plus faible, mais qui est plus résiliente. Si vous vous souvenez, effectivement, du bateau, au moins, c'est un bateau qui peut tenir plus longtemps que l'autre bateau. Et si on regarde comment, par exemple, si on prend une carte de France, on pourrait très bien imaginer des territoires qui adoptent ce type des entreprises, donc ça signifie des partenariats entre entreprises aussi, qui sont capables effectivement de mettre en place ce type de circuit et potentiellement aussi avec l'aide d'un organe central, ça peut être au sein d'une entreprise, qui va favoriser le développement de ce type de solutions. Et donc, on a, si maintenant on regarde sur le plan d'une entreprise qui serait mondialisée, on serait d'une entreprise mondialisée à une entreprise qui serait multilocalisée. Et donc, on va avoir un certain nombre de ces cercles qui se font. Et encore une fois, ce type de solution commence déjà à exister. C'est pas, ça vient pas juste comme ça. C'est quelque chose qui commence petit à petit à exister. Voilà. Et donc voilà, là, c'est terminé pour la présentation. Alors, juste 2 points. Puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la partie discussion. Donc, 2 points. Donc, évidemment, je vous ai parlé du livre que vous pouvez regarder. Autre chose qui est très intéressant, c'est que le Shift Project a mis en place ce qu'on appelle le plan de transformation de l'économie française. Et si vous êtes intéressé par, notamment, que ce soit le domaine de la santé, dans le domaine du logement, etc., il y a des rapports avec des mesures concrètes qui sont proposées pour atténuer l'impact et aussi pour s'adapter, qui sont dans ces rapports. Donc, c'est vraiment détaillé par rapport à votre secteur d'activité. Et puis, pour terminer, pour toutes les personnes qui veulent s'engager, donc là aussi, ça c'est pour les shifters. Donc, vous allez sur initiative shifters, vous marquez, vous regardez sur Internet, initiative shifters, vous trouverez facilement. Il y a beaucoup de projets qui vous permettent aussi de vous engager. Il y a une petite cotisation, mais c'est une cotisation qui est libre. Et vous pouvez même proposer vos propres initiatives pour vous engager là-dedans. Et voilà, voilà, ça s'achève effectivement cette présentation. Donc maintenant, écoutez, ce que je vous propose, c'est voilà, vous pouvez ouvrir vos micros si vous le souhaitez, et on va rentrer dans une phase donc d'échange. Alors, est-ce que quelqu'un, vous avez peut-être des questions? Alors, je vois. Alors, faut-il s'inquiéter du volcan dans les îles Canaries? Alors, il y a un peu une. Bon, je vais répondre à la question, même si ça me semble un peu à côté, mais pourquoi pas? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un point, juste pour info, c'est que les volcans dégagent notamment des sulfates dans l'atmosphère. Et ce qui se passe, c'est que ça a un autre impact, c'est que ça réduit en fait le réchauffement climatique. Donc on se dit super, sauf qu'évidemment ça augmente la pollution. Et d'ailleurs c'est ce qui est passé en Chine, puisqu'en Chine ils ont durant la période de la Covid-19, donc il y a eu une diminution forte de la production.
ce qui a fait qu'il y a eu moins de sulfate et donc il y a eu moins comment dire, d'absorption des infrarouges. Et après, bah, évidemment, le réchauffement climatique a été plus élevé. Après, et c'est toute la difficulté aussi dans le domaine de l'environnement et de l'écologie, hein, c'est qu'on se retrouve dans une situation où bah, imaginons qu'on mette du sulfate dans, comment dire, dans l'air, bah, ça pose bien d'autres problèmes et donc ce n'est pas une solution. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Allez-y. Hein. Ah, voilà. Alors, et si vous voulez prendre le micro, n'hésitez pas non plus. Hein. Alors, c'est un bon point. Est-ce que multiplier les petites usines locales n'augmente pas les GES comparativement à des grosses usines optimisées? En fait, je pense que ça va dépendre d'un certain nombre de cas. Je pense que dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est faire une analyse des deux situations. Je prends un exemple. Imaginons que vous ayez une usine qui soit donc en Asie, qui est superbement optimisée, donc qui envoie donc les éléments en Europe, par rapport à une usine effectivement locale. Bien, si par exemple l'usine elle utilise par exemple, je sais pas, beaucoup de charbon, de l'autre côté, si comment dire, les transports sont tous carbonés et que par exemple en revanche les envois à partir de l'usine c'est fait en bateau, comment dire, en bateau à voile et que par exemple la Chine, l'usine est parfaitement, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, utilise des énergies vertes, c'est peut-être plus intéressant effectivement d'avoir une grosse usine en Chine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. C'est que lorsqu'on produit, en plus, il y a un double intérêt, c'est que lorsqu'on va produire en fait en des petites usines, elles ne vont pas uniquement avoir pour intérêt de produire, mais on veut aussi avoir un intérêt pour potentiellement réparer, peut-être fabriquer des pièces détachées. Hein. Et si on réfléchit, hein, que vaut-il mieux? Est-ce qu'il vaut mieux avoir peut-être des petites usines locales qui, en plus, comme elles sont sur le territoire, on va beaucoup plus réduire en fait leur impact environnemental. En plus, bon, là pour le coup en France, les émissions de CO2 sont moindres en raison en fait de l'énergie qu'on prend, enfin qui vient de l'énergie nucléaire, alors qu'en Chine c'est pas du tout le cas. On utilise beaucoup des usines au charbon. Mais de toutes les manières, lorsqu'on a ce type de démarche-là, il faut avoir toujours mesurer les impacts de l'autre côté et quel est aussi le potentiel d'amélioration. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions à poser. Hein, et vous pouvez prendre le micro. Hein. Alors, je ne sais pas si je peux... enfin, vous pouvez ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Hein. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Il n'y a pas beaucoup de questions là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mentionner, je vais peut-être faire un point sur ce qui s'est passé pour Glasgow et la COP26. Hein. Et alors, comme vous en avez entendu parler, effectivement, on parle à la fois, il y en a qui parlent d'échec, d'autres qui parlent de, comment dire, de réussite, enfin de demi-réussite. Encore une fois, ah ben voilà, ah ben voilà, très bien. Bon, je vais reparler, je vais arrêter ça, je vais parler directement sur la question. Avez-vous des exemples donc sur les économies circulaires locales concrètes et cuites de la puissance des lobbies? Alors, oui, notamment, il y a une association qui s'appelle les Greniers d'Abondance qui ont fait un projet, il me semble que c'était je crois, enfin, c'est dans l'est pardon, de la France, je crois que c'est du côté de Lyon, hein, c'est un endroit où en fait, ils produisent énormément de maïs, hein, qui était destiné à de l'exportation. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé pour avoir une chaîne complète de production qui, d'un côté, vont produire du blé avec des meuniers qui sont dans la région et qui ensuite vont produire en fait du pain juste à côté. Donc là, on commence à avoir une économie circulaire. Il y a un autre exemple, c'est un projet sur lequel moi je travaille, c'est l'économie circulaire dans le domaine du textile, où l'objectif aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a une grosse importation de textiles, notamment d'Asie. Évidemment, on l'utilise quelquefois, et puis après, on le met par exemple dans des points relais. Et il faut quand même savoir que 50% des vêtements qui sont dans les points relais, aussi vu la qualité, d'ailleurs vu même la qualité, de la mauvaise qualité lorsque c'est de la fast fashion, c'est envoyé en Afrique. Et en Afrique, même aussi, hein, il y a eu quelques reportages là-dessus, vu la mauvaise qualité, ils ne peuvent strictement rien en faire. Et donc, soit c'est enfui, soit
Il y a eu notamment un exemple, je crois que c'est au Ghana, il me semble, où on voyait en fait carrément les vêtements sur les plages parce que on ne pouvait pas les utiliser, quoi. Alors la puissance des lobbies, hein. En fait, moi c'est un des points notamment que je mets dans le livre. Faut pas être dupe, hein. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est d'aligner le modèle économique des entreprises par rapport à la planète. Donc, je vais prendre un exemple concret, parce qu'effectivement, on peut dire, on peut se battre contre les lobbies, on peut être contre, etc. Mais si vraiment, la meilleure façon, ça peut jouer aussi bien sûr sur la réglementation, hein, mais notamment un alignement, c'est ce que je parlais d'économie d'usage par rapport à l'économie linéaire qui est devant. Donc, si on bascule vers des entreprises qui ont plus intérêt, par exemple, à proposer des produits et qui ensuite ils les récupèrent pour pouvoir après les revendre, etc., et faire des boucles comme ça sans avoir à fabriquer, l'intérêt d'une entreprise est d'avoir une longévité de produit qui est beaucoup plus importante. Alors que si, par exemple, son objectif, c'est de vendre, et puis une fois que le produit est vendu, c'est terminé, ça ne va pas du tout dans l'intérêt de la planète. Donc, je pense qu'un des moyens d'agir, c'est de travailler sur l'alignement. Et pour aligner ça, je pense que ça joue aussi beaucoup sur les réglementations, qui va être beaucoup plus, je pense, volontaire. Donc, mais c'est vrai que ça… Et après, il y a un autre point en termes de lobby, ça, c'est une autre façon de procéder. C'est que même dans les grands groupes, il y a même des grands groupes comme Total Energy, il y a plein de gens au sein de Total Energy, il y a un certain nombre de shifters aussi qui sont Total Energy qui disent non, nous, tel que ça se passe, ça ne nous arrange pas, quoi. Ou c'est pas que ça ne nous arrange pas, ça ne correspond pas à nos valeurs. Et il y a plusieurs modes de pression de l'interne. Le premier, c'est donc des salariés. Il y a un certain nombre de salariés, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les collectifs. Il y a des salariés qui se rassemblent entre eux dans l'entreprise pour justement faire bouger les entreprises de l'intérieur. Et ils se réunissent donc dans le groupe qui s'appelle les collectifs et pour trouver des solutions en interne. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans des secteurs qui sont très carbonés, qui sont évidemment qui financent les lobbies, qui ont des grosses problématiques de recrutement d'ingénieurs, d'autres personnes, parce que les ingénieurs disent écoutez, c'est sympathique, mais voilà, j'ai passé, je sais pas, 5 ans ou plus d'études. Bon, moi, après, ça dépend de chacun, mais si c'est pour polluer plus ou pour émettre plus de CO2, être un gros contributeur, c'est pas entre guillemets, c'est pas mon kiff. Et donc, ils ont des gros problèmes de recrutement, ce qui fait que les entreprises qui sont notamment financées par les lobbies aussi, par nécessité, commencent à avoir de plus en plus l'obligation de changer. Après, ça va sans doute certainement pas assez rapidement. Il y a aussi l'engagement citoyen. On a les élections présidentielles. Après, je pense que c'est important qu'auprès de l'ensemble des candidats, on n'en parle pas du tout, je l'ai dit au départ, tous les enjeux climatiques qu'il y a. Il faut absolument qu'ils intègrent ça et pas comme petite priorité, un petit truc sympa à côté. Non, non, il faut vraiment que ça soit central et qu'on arrête de parler. Alors, on peut parler peut-être d'autres sujets, soit, mais je veux dire, pour l'instant, ce n'est pas du tout un sujet au niveau des élections présidentielles. Le fait qu'il y ait un engagement citoyen, ça peut être par plein de moyens, c'est de parler à ses députés, ça peut être autour de soi, ça peut être dans certains cas des manifestations ou des marches, ça peut être plein de moyens différents. Il ne faut pas oublier qu'on a plein de casquettes différentes, on est citoyen, on est consommateur, on est potentiellement salarié ou fonctionnaire. On a un rôle à jouer sur l'ensemble de ces domaines-là sur lesquels on peut agir et d'être ensemble, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez? Alors, entre le navire rapide, fragile et le navire robuste, quelles incitations à prendre le risque d'être dépassé par les concurrents en passant au modèle robuste? Les entreprises sont en concurrence, donc pas très orientées à laisser l'autre devant même temporairement. C'est typiquement effectivement un choix. Je veux dire, soit on se dit, en fait, il y a quand même plusieurs choses qu'on peut se dire. Un, l'environnement futur, ça va être un peu plus compliqué. Il y a pas mal d'entreprises qui ont des ruptures de stock, qui ont des hausses de prix. Après, si vous avez brûlé la chandelle par le debout, why not, Et puis, après, c'est comme, entre guillemets, le lièvre et la tortue. C'est un choix stratégique d'entreprise. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime bien quand même avoir un sens de l'anticipation. Et donc, si par exemple, un dirigeant d'entreprise se dit « moi, je m'en fiche, je veux être le premier, mais à la limite, si par exemple, mon entreprise, elle disparaît au bout de 18 ou au bout de 18 mois ou au bout de 5 ans, je m'en contrefiche »,
bah ok, c'est son choix. Après, si par exemple le dirigeant de l'entreprise se disent, moi, je préfère aller un peu moins vite, mais au moins je sais que mon entreprise va durer encore 5 ans, 10 ans et beaucoup plus. Voilà, c'est un choix hein, stratégique. Chacun fait comme il veut. Il y a, donc, comme j'ai dit, en fait, l'entreprise dans laquelle je suis intervenu, c'était Rémi Cointreau. C'est l'entreprise qui a commencé, en fait, qui est née en 1724. Pensez bien que dans son cas-là, prendre un petit peu d'avance par rapport aux autres, au péril potentiellement de se voir disparaître dans 5 ou 10 ans, c'est pas du tout sa perspective. Donc on peut avoir une vue court-termiste. Hein. Après, moi, si je suis salarié d'une entreprise qui a cette vision-là, je me dis, ah, c'est quand même prendre un risque, hein, parce qu'il vaut mieux peut-être travailler dans une entreprise qui a une vision un peu plus, qui anticipe un peu plus les choses. Et après, en termes de sens aussi. Mais après, c'est le choix de chacun. Alors, est-ce vous avez d'autres questions? Donc, autre chose aussi pour toutes les personnes qui souhaitent, parce que bon, il y a un certain nombre de slides pour toutes les choses les personnes qui souhaitent les slides, donc je les donnerai, mais alors je vous propose juste que, parce qu'il y a la possibilité de prendre donc le livre. Donc, si par exemple vous prenez le livre soit en version numérique ou en version, comment dire, écrite, à ce moment-là, je vous enverrai les slides, il n'y a aucun souci, je vous les enverrai. Hein. Bon, c'est un petit peu de boulot comme malgré tout. Hein. Donc, voilà. Est-ce que, je ne sais pas s'il y avait d'autres points. Et si vous voulez prendre la parole de manière orale, vous pouvez le faire. Ah ben voilà. Question sur la neutralité carbone n'est pas dévoyée par les entreprises. Oui, tout à fait. Donc, je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit par l'ADEME. Donc, l'ADEME dit que la neutralité carbone pour les entreprises n'a aucun sens. Ça a du sens au niveau d'un très grand nombre de pays au niveau de la planète. Et encore, on voit que c'est un peu compliqué, mais ça n'a pas de sens parce que on ne peut pas dire, bah, tiens, j'ai des plus, par exemple, avec mes émissions de CO2, et puis de dire, bah, tiens, je plante des forêts, on a vu toutes les problématiques qu'on a vues auparavant, et puis après, ça va compenser effectivement ces émissions. Parce que, encore une fois, l'objectif, c'est de réduire ces émissions. Lorsqu'on fait de la compensation, d'une part, il y a un certain nombre de cas aussi, c'est ça déresponsabilise les gens. Hein. Je veux dire que si par exemple vous dites, bon bah l'entreprise se dit, bah ok super, j'ai réussi, je suis neutre en carbone, bon bah grosso modo j'ai plus rien à faire quoi, puisque je suis neutre en carbone. Et on voit qu'en fait le truc qui tient pas la route, c'est les 9 forêts amazoniennes dont je vous ai parlé. Donc encore une fois, c'est réduire ses émissions. Il y a plein de solutions pour réduire ses émissions. Et après, si par exemple vous avez des projets, vous voulez contribuer, pourquoi pas, mais il ne faut surtout pas faire de plus et de moins. Et un autre phénomène, c'est que maintenant les entreprises qui parlent de neutralité carbone, qui disent qu'ils vont être neutres en carbone, vont être victimes de plus en plus de ce qu'on appelle un peu le green trolling. Hein, grosso modo, elle va dire, écoutez, arrêtez de dire n'importe quoi. Elles se décrédibilisent. Et ça va même loin parce que des entreprises qui sont de toute bonne foi, qui font un vrai boulot justement pour réduire leurs émissions et qui parfois aussi disent, bah, tiens, on est neutre en carbone, eh bien, en disant qu'elles sont neutres ou elles vont devenir neutres en carbone, grosso modo, bah, elles créent la suspicion sur l'ensemble de leur activité. Donc, moi, je préconise plutôt de dire, eh bien voilà, nous, on réduit nos émissions, on était à autant. Et alors, un autre point qui est important, c'est ce qu'on appelle, il y a les émissions que l'entreprise fait directement ou indirectement, donc scope 1 et 2. Le scope 2, c'est généralement notamment les électricités, par exemple, pour produire. Et il y a toutes les émissions qui proviennent en amont et en aval. Donc, par exemple, si par exemple je regarde sur le domaine numérique, eh bien, c'est pas uniquement la consommation électrique, mais par exemple, lorsqu'il y a l'extraction de matières premières, bah, il va falloir tenir compte, même si c'est pas vous qui êtes directement responsable, mais il faut extraire par exemple des matières premières, ça va émettre donc du CO2, et donc il faut l'intégrer dans ce qu'on appelle le scope 3, donc en amont et en aval. Et en aval, lorsque vous avez des déchets, il faut aussi tenir compte aussi des émissions de CO2 de ces déchets. Donc, et il faut avoir cette vision globale pour réduire ces émissions. Juste pour donner un autre exemple,
c'est L'Oréal qui avait fortement réduit ses émissions à titre de son entreprise, et ça représentait 1% de ses émissions totales, en intégrant donc ce qu'on appelle le scope 3, ce qu'en amont et en aval. Et après, derrière, ils ont effectivement décidé de réduire leurs émissions de CO2, et pour que ça fonctionne, ça signifie qu'ils doivent obligatoirement travailler en partenariat avec leurs fournisseurs, mais aussi même en aval avec leurs consommateurs. Il faut savoir aussi, c'est tout bête, mais il y a une part aussi des émissions de CO2 de L'Oréal qui sont dues à l'eau chaude qui est utilisée pour les shampoings. Donc, est-ce que, par exemple, L'Oréal va favoriser les shampoings secs à cause de ça? On verra, mais voilà. Alors, comment vois-tu la problématique de la communication, et de l'éducation autour de ces changements pour accompagner les changements de paradigme, les changements de comportement et d'usage? Vois-tu des acteurs majeurs sur ce sujet? Comment faire plus? Alors, aujourd'hui, et c'est aussi l'enjeu, hein, quand moi je parle de 2050 crash ou renaissance, si on donne une perspective purement négative, ça va être compliqué pour les gens ne se projettent pas. C'est parfois un peu comme le lapin devant face à des phares de voiture, il va se laisser écraser, c'est terminé. Donc, pour moi, il y a une vraie question, et c'est notamment vraiment ce que je pousse, hein, notamment dans le bouquin, je parle beaucoup aussi de tout ce qui est inclusion, je parle beaucoup de comment est-ce qu'on peut être solidaire, polyvalent, quels sont les autres bénéfices qu'on peut avoir en mettant par exemple en place une société boule de Guy, on pourrait l'appeler autrement. Et donc je pense qu'il a un élément qui est essentiel, c'est de dire voici un certain nombre d'actions qu'on peut mettre en place, mais qui ont des bénéfices à titre personnel. Encore une fois, hein, je veux dire qu'avoir, je sais pas, 10 paires de chaussures ou 10 paires de chaussures en plus, ou des vêtements en plus, ou d'avoir une voiture qui est beaucoup plus puissante, je suis pas sûr que ça apporte énormément de bonheur en plus. En revanche, et ça c'est un exemple que j'aime beaucoup, c'est Los Angeles, c'est une mairie, donc c'est le maire qui avait mis en place. Il avait mis par exemple des arbres fruitiers tout autour de sa commune. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes qui ont pris les fruits et qui ont fait des confitures. Ils ont commencé à partager les confitures. Et ça a commencé à créer de la solidarité entre les différents habitants. Alors, c'est anecdotique, hein, mais ce que je veux dire, c'est que soit on pouvait vendre directement des pots de confiture, et soit on apporte effectivement ces arbres fruitiers. Alors, il y a plein d'autres choses qu'il a fait, hein, mais je pense qu'il faut vraiment apporter, montrer quels sont les intérêts qu'il y a à ça. Et alors, un autre point qui est important, et là, je vais faire le lien avec la biodiversité, parce qu'on se dit, bah oui, mais le climat, si on a un impact à ma petite échelle, rien va changer pendant 20 ans. Bon, en fait, il faut absolument associer ça avec une dimension aussi de biodiversité, ou par exemple, à sa propre échelle, ça peut être si vous faites commencer à cultiver ou à partager, des potagers avec quelqu'un, ou si par exemple vous commencez à développer des solidarités pour réutiliser certains produits ou apprendre à réparer des produits ou d'autres choses comme ça, eh bien, vous créez aussi du lien social. Parce que ce qui, en fait, va nous sauver, ce qui nous sauve, c'est le lien social qu'on va pouvoir créer. Et là-dessus, pour changer vraiment les comportements, je pense qu'il faut vraiment donner une image sortir un peu de cette image d'écologie punitive qui dit oui, on va vivre comme des Amish, etc. Et plutôt apporter vraiment, et il y a des choses concrètes qui existent déjà, hein, il y a des gens localement qui le vivent déjà, des bénéfices pour tous. Alors, merci Sophie. Alors, comment améliorer la crédibilité de la finance verte vis-à-vis des fonds et des entreprises? Alors, là-dessus, j'ai fait je transmettrai, j'ai fait il n'y a pas très longtemps une intervention sur la finance durable. Pour pouvoir changer ça, la première des choses, c'est parvenir à être transparent. Transparent, ça veut dire quoi? Alors, on ne peut pas être transparent sur tout, sans doute, hein, mais quitte à faire un peu… par exemple, il y a plein de financements qui disent voilà, on est dans les énergies fossiles, etc. Eh bien, sans doute, s'il y avait une opération de communication en disant voilà, nous, effectivement, on finance, je sais pas, 20-30% dans les énergies fossiles. Voici sur les autres choses sur lesquelles on est. Voici notre ambition de là où on veut aller, et on communique de manière régulière dessus.
Eh bien, je pense que c'est une bonne solution pour parvenir, comment dire, à rendre plus crédible. Ce qu'il faut, c'est, enfin, moi, c'est ce que je dis sur pas mal de choses. Je dis ce que je vais faire, je fais ce que j'ai dit et je dis ce que j'ai fait. Et si on a cette approche-là, par exemple pour la finance et aussi pour les entreprises de manière plus globale, effectivement, les financeurs ou enfin, ceux qui financent, les institutionnels qui financent seront beaucoup plus crédibles. Et en ce qui concerne ensuite alors la taxonomie, intégration en discussion du nucléaire et du gaz, bon là il y avait effectivement des vrais éléments politiques. Enfin, d'après ce que j'ai compris, après il y a peut-être des personnes qui sont plus au fait que moi sur le sujet, hein, mais grosso modo c'est je te donne du nucléaire en échange de je te donne du gaz. Enfin grosso modo c'est il y a un certain nombre de pays qui se disent bon ben on s'organise pour avoir les deux. Le gaz et le nucléaire sont vraiment deux problématiques qui sont très différentes. Je ne veux pas nécessairement rentrer tout dans le débat ici, mais le gaz, de toute façon, ça émet du CO2. Hein. Le gaz, c'est quoi? C'est du méthane, CH4. Donc, CH4, et bien évidemment, on va oxyder, donc oxygène, et le CH4 va se transformer, comment dire, en eau d'un côté et en CO2, donc du dioxyde de carbone. Donc, c'est une réaction chimique. Donc, ça va émettre plus de CO2. Hein. Et donc, le problématique, notamment du gaz, après, enfin, sauf si quelqu'un me pose des questions sur la partie biométhane ou méthane, on pourra en parler, mais c'est que, bah, évidemment, ça émet du CO2 et surtout, ça ralentit en fait la transition vers des énergies qui sont plus propres. Concernant le nucléaire, c'est pas une question qui est évidente parce que d'un côté, aucune énergie n'est propre. Nucléaire, on le voit bien, il y a des problèmes au niveau, évidemment, des déchets radioactifs. Comment dire, ça c'est une chose. Et l'autre problème qu'il va y avoir, c'est que, alors, si par exemple il y a des sécheresses ou un débit d'eau qui est trop faible, on est obligé. Il n'y a pas de problème de sécurité au niveau des centrales, mais il faut arrêter les centrales nucléaires, donc elles ne peuvent pas produire, donc lors des périodes de canicule, par exemple. Par exemple. Et après, donc, en revanche, l'avantage par rapport aux panneaux photovoltaïques, aux éoliennes, panneaux photovoltaïques, potentiellement, il faut en mettre partout. Donc, potentiellement, ça signifie couvrir des terres agricoles, donc moins effectivement de production agricole. Comment est-ce qu'on gère ça? Les éoliennes, il y a aussi d'autres problématiques. Alors, on n'a peut-être pas envie d'avoir tous des éoliennes dans son jardin. Il y a certains endroits où c'est pertinent ou d'autres pas. Il y a des problématiques au niveau de la pêche dans certains cas. Donc, aucune énergie n'est parfaite. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que les énergies fossiles et le gaz, c'est ce qu'il y a de pire. Enfin, le pire, c'est effectivement le pétrole, d'abord le charbon, puis le pétrole. Le gaz, c'est vraiment loin d'être idéal, donc le gaz de méthane. Le biométhane est un peu mieux, mais ça pose aussi d'autres problèmes. Hein, tout ce qui est méthanisation, lorsque c'est utilisé à large échelle, par exemple en Allemagne, il y a des champs de maïs qui sont utilisés exclusivement pour des méthaniseurs. Ben, c'est autant de maïs qui n'est pas destiné à d'autres cultures ou d'autres personnes ou d'autres choses. Et pour la méthanisation, voilà, ça produit ce qu'on appelle des digestats. Et si c'est mis sur les sols, ben, c'est du protoxyde d'azote, ça peut polluer les sols. Donc, c'est comme toute chose. Hein, potentiellement, une méthanisation de biométhane à petite échelle pour des agriculteurs, ben, ça peut avoir du sens si c'est à côté, hein, ou un complément. En revanche, si c'est en remplacement de leur culture actuelle, juste pour l'anecdote aussi, après je ne vais pas trop tarder à terminer, mais pour l'anecdote, alors c'est quelques cas, hein, c'est pas du tout quelque chose qui est commun, mais il y a quelques petits malins qui ont commencé à créer des usines, des usines ou une sorte d'énormes poulaillers, hein, et en fait la déjection de poulet sert pour en fait alimenter le méthaniseur, et en fait le déchet de la déjection, c'est le poulet. Puisque en fait, ils n'ont pas besoin de poulet. Ce qui a d'ailleurs d'autres problèmes parce que ça, évidemment, ils sont élevés en batterie dans des conditions abominables. Et en fait, ça fait baisser en plus le prix du poulet de manière globale parce que le poulet vaut rien pour eux, puisque la valeur, là où il y a, pour ce cas particulier, ce qui est intéressant, c'est la déjection de poulet, quoi. Enfin, donc là, on a abouti à des absurdités, hein, d'où l'importance lorsqu'on met en place des mesures, par exemple pour le biométhane, c'est que c'est soit bien encadré, hein, et éviter des dérives qui peuvent arriver, hein, qui peut toujours arriver, hein, mais il faut un cadre qui soit suffisamment précis. Alors, actuellement, les fournisseurs chinois arrêtent de produire en cette fin d'année pour ne pas dépasser les engagements de production OGS.
pénurie implique désordre et ralentissement de la capacité de se transformer. Cela génère des pénuries. Ces pénuries ne sont-elles pas plus préjudiciables que continuer à produire? Alors, en fait, ça rejoint un peu le point que j'avais dit. Hein. C'est grosso modo, hein, on a des pénuries, effectivement. Hein, juste pour donner un autre exemple, les usines à charbon en Chine, en fait, arrêtent de fournir de l'électricité, notamment à des usines textiles. Hein, usines textiles parce que la valeur ajoutée en fait de ce textile est assez faible. Donc d'ailleurs, il peut y avoir des pénuries même en Europe de textiles à cause de ça. Merci Martin. Et donc, d'une certaine manière, en fait, c'est une question de. Après, c'est une question de choix. Hein. Qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux qu'on n'ait pas le choix et grosso modo, on a des pénuries et on arrête de produire? Je ne pense pas que ça soit la meilleure des solutions parce que c'est quelque chose qui est abrupt, qui arrive, qui vous tombe dessus. Alors que c'est mieux d'anticiper parce que grosso modo, une entreprise qui ne peut plus travailler parce qu'elle ne reçoit plus ses produits ou ses matières premières, c'est un peu gênant. Et donc, je trouve que c'est préférable de mettre en place, c'est pour ça que je parlais d'organisation boule de Guy, de mettre en place ce type d'organisation qui permet justement de partir sur soit utiliser les matières premières qui proviennent d'éléments qui sont recyclés ou d'éléments qui ont besoin d'être réparés, etc. Donc moi, je pense pas que la pénurie soit une bonne chose en tant que telle. Je pense qu'il faut justement l'anticiper et faire en sorte de mettre en place, par exemple, une économie qui soit plus circulaire et locale. Donc là, on se rapproche des 14 heures. Donc, je ne sais pas s'il y avait une dernière question à me poser. Mais voilà, si jamais vous avez d'autres points, n'hésitez pas. OK, écoutez, je voulais vous remercier vraiment pour vos discussions. N'hésitez pas à commenter ou à donner des éléments au retour. Et puis après, n'hésitez pas à regarder aussi le livre. Hein, c'est pas compliqué, c'est 2050 Crash sur Internet, vous trouverez facilement. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation et pour vos nombreuses questions.